Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A, non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche ? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 2. Il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les chaînes à neige ne sont pas obligatoires partout en France. Par contre, effectivement, par temps de neige, il est fortement recommandé de rouler avec des chaînes à neige, des pneus hiver ou des chaussettes. Alors, par contre, il y a des endroits où c'est obligatoire. En général, ce sont les zones montagneuses. Alors, il y a deux panneaux qui vous obligent à mettre un dispositif antidérapant. Donc que ce soit des chaussettes, des chaînes ou des pneus neige. Alors, vous avez déjà ce panneau. Alors, ce panneau, on appelle ça le panneau B58, qui annonce en fait une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, la période hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Et vous avez aussi ce panneau, donc c'est un panneau d'obligation, donc qui vous oblige à mettre des chaînes ou des pneus neige. Donc ici, est-ce qu'il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige ? Oui. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Dans cette situation, A. Je klaxonne par sécurité. B. Je ralentis. C. Je maintiens mon allure. D. Je me prépare à m'arrêter. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a un cycliste sur la voie. Il a l'air de vouloir traverser la rue. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais il a l'air de vouloir traverser la rue parce qu'on a un indice. C'est qu'il est au niveau du passage piéton. Il a le guidon tourné vers la gauche. On peut penser qu'il peut vouloir traverser la rue. De plus, il y a un chien juste derrière lui. On a l'impression qu'il le suit. Et ce chien, vu sa direction, donne l'impression de vouloir également traverser la rue. Donc on a quand même deux usagers avec des zones d'incertitude différentes, dont le chien qui a une très grande zone d'incertitude avec des mouvements complètement aléatoires. Donc ici,
il faut déjà ralentir pour avoir le temps d'observer la situation. Et aussi, je me prépare à m'arrêter, car on a deux usagers avec deux zones d'incertitude différentes, dont un usager avec une zone d'incertitude très large, qui est le chien. Donc les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 4. Le marquage au sol m'autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde bien la ligne ici. On a une ligne continue et juste à côté, une ligne discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne mixte. Alors, comment ça fonctionne? Si la ligne discontinue est sur ma voie, ça signifie que c'est comme si on avait une ligne discontinue. Donc ici, par exemple, je pourrais dépasser. Par contre, si la ligne continue est sur ma voie, alors c'est une ligne continue. Donc je ne peux pas dépasser, sauf exception bien sûr. Donc ici, est-ce que le marquage au sol m'autorise le déplacement? Bah oui, parce que regardez bien, la ligne discontinue est sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 70 km/h. Alors, ce panneau est un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie deux choses. La première est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La deuxième chose est qu'il est interdit de klaxonner. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Je dépasse le second camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d'abord que tu saches ce que c'est qu'une distance de sécurité. Alors, c'est quoi une distance de sécurité? La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à une vitesse considérée. Alors, cette distance de sécurité, tu peux la calculer. D'ailleurs, tu dois savoir la calculer pour passer l'examen du code de la route. Pour ça, je te renvoie à la formation. Mais tu peux également l'estimer par rapport aux indices que tu as sur la route. Alors, sur route, pour pouvoir estimer ta distance de sécurité, il faut 2 lignes de rive, c'est-à-dire les lignes à droite, il faut 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant toi. Dans notre cas, si vous regardez bien, si je me rabats après avoir dépassé le premier camion, vous voyez bien qu'on n'aura pas ces 2 lignes de rive, ni avec le camion qu'il y a devant nous, ni avec le camion qu'il y a derrière nous. Donc on sera en infraction. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est de dépasser les 2 camions en même temps. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A.
Question numéro 7. L'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes pour les deux yeux au total. Réponse B, 5 dixièmes pour chaque œil. Alors, l'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de 5 dixièmes au total pour les deux yeux. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Question numéro 8. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle est super importante car tu as 95% de chances de tomber dessus lors de l'examen officiel. Alors, concernant le dépassement des cyclistes, deux cas vont se présenter à toi. Tout d'abord, le cas en agglomération et le cas hors agglomération. Commençons par le cas en agglomération. Pour dépasser un cycliste en agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre mon véhicule et l'usager vulnérable. Dans le cas hors agglomération, lors d'un dépassement d'un usager vulnérable, ici un cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Alors, attention, petit point à retenir, c'est valable pour les cyclistes et c'est valable pour tous les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les motos, ceux qui circulent en engin de déplacement personnel, c'est-à-dire les trottinettes. Donc ça, c'est valable pour tous les usagers vulnérables, y compris les cyclistes. Vu que la question est importante, on va faire un petit récapitulatif. Donc, en agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Hors agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 9. Je peux rouler. Réponse A, en feu de position. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route. Alors ici, on est en agglomération, éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et ou en feu de croisement. Par contre, il est strictement interdit de rouler en feu de route en agglomération. C'est normal. Feu de route. Ce sont des feux réservés à la route. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 10.
Cette moto est autorisée à dépasser la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me décale à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans cette situation, est-ce que la moto peut dépasser la voiture blanche? Eh bien, non, tout simplement parce que ils sont dans la même voie. Donc, c'est strict. Ce que va faire la moto est strictement interdit. Ensuite, est-ce que je me décale à droite? Bon, dans la vraie vie, en fait, les motos font ça couramment. Hein, vous verrez lorsque vous passerez votre permis de conduire que ça arrive très fréquemment. Donc, en fait, c'est d'usage. C'est interdit, mais c'est d'usage. Donc, ce qu'on fait lorsqu'une moto veut dépasser une voiture, dans ce cas-là, on va se décaler sur notre voie à droite pour respecter une distance, un intervalle de sécurité suffisant entre notre véhicule et la moto. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 11. À l'approche du péage, je désactive le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est évident. On approche à un péage, on va devoir se mettre à l'arrêt. Donc, j'appuie sur le frein pour désactiver le régulateur de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je suis en conduite probatoire. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 110 km/h. Réponse B, 130 km/h. Alors ici on est sur autoroute, donc comme le panneau le montre, la vitesse est maximale autorisée de 130 km/h et de 110 en temps de précipitation. Ou de mauvais temps plutôt. Seulement, comme vous le savez, regardez ici, je vous mets donc le document des vitesses maximales autorisées selon les types de routes. Donc lorsqu'on est en probatoire sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Je tourne à droite. J'ai la priorité sur le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à une intersection qui n'est pas gérée par une signalisation. Donc, lorsqu'une intersection n'est pas gérée par une signalisation, c'est la priorité à droite qui prime. Là, regardez la petite animation. Donc, nous, on est la voiture rouge. Donc, à notre gauche, la voiture blanche. Si vous vous mettez du point de vue de la voiture blanche, imaginez que vous conduisez la voiture blanche, vous nous voyez à droite. Donc, je laisse la priorité aux gens qui viennent de droite. Donc, dans ce cas-là, c'est à nous de passer avant la voiture blanche. La voiture blanche doit nous céder le passage. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Je me prépare à m'arrêter.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on voit que on a un piéton, en l'occurrence une piétonne, qui va vers le passage piéton. Donc, elle a tout l'air de vouloir passer le passage piéton. Donc là, effectivement, ici, je vais préparer à m'arrêter. Est-ce que je klaxonne ? Déjà, en agglomération, il est interdit de klaxonner. Et en plus, il n'y a aucune raison de klaxonner. Si elle s'apprête à traverser le passage piéton, je ralentis et je prépare à m'arrêter. Il n'y a aucune raison de klaxonner ici. Donc, je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Je klaxonne. Non, réponse D. Question numéro 15. Dans cette situation, réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je ralentis. Alors ici, on est en agglomération, juste devant un passage piéton. Et à notre droite, on a un groupe de piétons. Alors ici, il n'y a aucune raison de klaxonner. D'ailleurs, il est interdit de klaxonner en agglomération. Donc ce que je fais, c'est que je ralentis, je passe, et je laisse un espace, une distance de sécurité de 1 mètre entre moi et les piétons qu'il y a sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. J'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau est un panneau de route prioritaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur toute la route dans laquelle tu es, tu seras prioritaire à chaque intersection jusqu'à ce que tu vois le panneau de fin de priorité. Donc, à la prochaine intersection, tu seras prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Je ne suis pas assuré. Je risque une amende ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis responsable financièrement des dégâts occasionnés en cas d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, sachez que au niveau du code des assurances, vous êtes obligé d'assurer votre véhicule au minimum au tiers. Donc, est-ce que vous risquez une amende si vous n'êtes pas assuré ? Oui. Ensuite, est-ce que vous êtes responsable financièrement des dégâts occasionnés en cas d'accident ? Si vous n'êtes pas assuré, vous êtes 100% responsable financièrement des dégâts occasionnés. Donc, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel,
accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 18. Il pleut fortement. Je peux utiliser mes feux de brouillard. Avant, oui réponse A, non réponse B. Arrière, oui réponse C, non réponse D. Alors portez votre attention sur cette réponse parce que vous êtes nombreux à ne pas savoir quand utiliser les feux de brouillard. Avant, les feux de brouillard arrière. Alors pour ça, il y a un moyen mnémotechnique. À l'époque, on l'utilisait très souvent dans les auto-écoles quand ils inculquaient des cours de code de la route. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Mais c'est un moyen mnémotechnique très connu des moniteurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer, d'accord, que, vous voyez, que le gâteau BN, vous savez, les gâteaux BN, c'est comme une voiture. D'accord ? Vous considérez que c'est une voiture. Donc, à l'avant, il y a les parents. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à la banque. Ils vont à la banque BNP, à la BNP. Donc, on peut utiliser ces feux de brouillard avant, lorsqu'il y a du brouillard, de la neige ou de la pluie. Par contre, à l'arrière, il y a qui ? À l'arrière, il y a les enfants. Et qu'est-ce qu'ils font les enfants ? Ils mangent des BN. Donc, les feux de brouillard arrière, on peut les utiliser en cas de brouillard et de neige. Pour récapituler, à l'avant, il y a les parents, ils vont à la BNP, brouillard, neige, pluie. Et à l'arrière, il y a les enfants, ils mangent des BN, brouillard et neige. Donc, ici, vu qu'il pleut fortement, je peux utiliser mes feux de brouillard avant, oui, parce que BNP, pluie. Et est-ce que je peux utiliser mes feux de brouillard arrière ? Non, parce que les feux de brouillard arrière, c'est seulement pour le brouillard et la neige. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 19. Adopter une éco-conduite, c'est réponse A, rouler plus vite. Réponse B, préparer son itinéraire. Réponse C, limiter la climatisation. Réponse D, alléger le véhicule. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours basique qu'on a vu plusieurs fois et dans les vidéos YouTube, surtout dans la formation. Donc, l'éco-conduite, c'est une question récurrente. Vous avez en général 2 à 3 questions sur l'éco-conduite dans les tests officiels, comme celui-ci. Donc je vous incite fortement à vous former, même autre part. Mais formez-vous, on a mis en place la plateforme en ligne, allez-y. Il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment... tout le monde peut se former. Donc ici, je vous montre donc un des documents qu'il y a dans la formation sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conduite. En tout cas, quels sont les dispositifs à mettre en place pour avoir une éco-conduite. Donc il y en a 10. Il y a 10 dispositifs à mettre en place. Notamment donc préparer son itinéraire, limiter la climatisation, alléger le véhicule. Par contre, rouler plus vite, non. Ça, c'est le contraire d'une éco-conduite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 20. J'utilise mes feux. Réponse A, de route. Réponse B, de position. Réponse C, de croisement.
Alors, quand est-ce qu'on utilise les feux de route? Eh bien, on les utilise de nuit, en agglomération non éclairée ou sur route non éclairée. Attention à une seule condition, c'est de ne pas éblouir un autre usager. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Le tracteur est un véhicule lent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le tracteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, au sens du code de la route, un véhicule lent est un véhicule qui ne peut pas dépasser les 60 km/h. Alors, ici, est-ce que c'est le cas pour un tracteur? Bah, effectivement, un tracteur ne peut pas dépasser les 60 km/h. Alors, est-ce que je peux dépasser le tracteur? Alors, vous voyez là, on a une ligne axiale en agglomération, qui signifie qu'on peut dépasser les véhicules lents. Cependant, il y a une exception. On peut dépasser les véhicules lents en agglomération si on a de la visibilité. Ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'on est en pente. En plus, on a un petit panneau de danger qui nous annonce un virage dangereux. Donc, ici, on n'a pas la visibilité pour dépasser le tracteur. Les bonnes réponses. Ici sont les réponses A et D. Question numéro 22. En panne sur autoroute. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsqu'on est bien sûr en panne sur autoroute, il faudra se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est très rare de ne pas pouvoir s'y mettre quand on tombe en panne. Bien sûr, il faudra allumer ses feux de détresse. Par contre, le triangle de présignalisation est interdit sur autoroute. C'est trop dangereux. Sur autoroute, on n'a pas le droit, un piéton n'a pas le droit de marcher sur l'autoroute. Donc il n'a pas le droit de mettre un triangle de présignalisation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 23. Dans cette situation, je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux, réponse C, tourner à gauche. Réponse D, tourner à droite. Alors, sur cette intersection, comme vous le voyez à votre droite, il y a un panneau d'obligation avec une flèche à gauche, une flèche à droite. C'est tout simplement la fusion de ces deux panneaux. Donc, ce panneau veut dire que vous êtes obligé soit de tourner à droite, soit de tourner à gauche. Ça sous-entend qu'il est interdit d'aller tout droit. D'ailleurs, si vous regardez bien l'intersection, juste en face de vous, la rue est en sens interdit dans votre sens de circulation. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B, C et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 24. La distance d'arrêt d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture roulant à la même vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B.
encore une fois, c'est du cours. Donc là, je vous montre le document que vous retrouverez dans la formation qui vous montre en fait les différences de distance d'arrêt entre une voiture et un camion, par exemple. Bah, plus un véhicule sera lourd, plus sa distance d'arrêt sera longue, due à sa masse. Donc effectivement, un tramway étant beaucoup plus lourd qu'une voiture, aura une distance d'arrêt beaucoup plus grande que celle d'une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Pour conduire, la boîte de vitesse doit être placée. Réponse A en N, réponse B en D. Alors ici, tu vois, on est dans une voiture à boîte automatique. Alors, chaque lettre a une signification. Les lettres sont en anglais, ça il faut le savoir. Alors, le P, c'est pour parking. Ça, c'est quand tu es en stationnement. Le R, c'est pour reverse. Ça, c'est pour la marche arrière. Le N, c'est pour neutral. Ça, c'est le point mort. Le D, c'est pour drive. Ça, c'est pour conduire. Et le S, c'est pour séquentiel. Ça, c'est si ta voiture a une boîte séquentielle. Donc, ici, pour conduire, il faut placer la boîte de vitesse sur D. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. L'apparition de douleur durant la conduite est un signe de fatigue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu conduis et que tu commences à avoir des douleurs, par exemple, à la nuque, aux jambes, au dos, mais également si tu commences à voir que tu as les paupières lourdes, par exemple, ou que tu as la bouche sèche, tout ça, effectivement, ce sont des signes de fatigue. Donc oui, l'apparition de douleur est là pour te dire, attention, il faut que je me repose. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Un taux d'alcool compris entre 0,5 g par litre de sang et 0,8 g par litre de sang constitue A. Un délit, B. Une contravention. Alors, encore une fois, on va pas s'attarder sur cette question parce que c'est du cours. Donc, comme vous le savez, entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang, on est sur une contravention. Au-delà de 0,8 g, on est dans un délit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je passe. Réponse C, je m'arrête. Réponse D, je cède le passage. Alors, ici, on est dans une situation que tu rencontreras souvent en situation de conduite. Alors là, le feu est vert pour nous et il y a des piétons qui sont à l'arrêt là au niveau du passage piéton. Donc, si le feu est vert pour nous, c'est qu'il est rouge pour les piétons. Donc, le piéton n'a pas à être là. Donc ici, on va pas s'arrêter pour qu'il passe, ni lui céder le passage.
on va ralentir au cas où si inopinément il se met à courir ou à vouloir passer. Mais je ralentis et je passe. Ici même, ça va être beaucoup plus dangereux de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que si je m'arrête, regardez bien au-dessus sur le rétroviseur, j'ai une voiture derrière moi. Peut-être qu'elle n'a pas vu le piéton. Donc, si je m'arrête, le temps que la voiture derrière se rende compte que je me suis arrêté, d'accord, elle risque de me taper à l'arrière de mon véhicule. Et donc, moi, je risque également, en fait, de renverser le piéton. Hein, donc, on va même aggraver la situation si on s'arrête à ce moment-là. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 29. Je suis sur une intersection sans signalisation. J'ai la priorité sur le véhicule à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, ici, vu qu'on s'engage sur une intersection sans signalisation, alors la règle qui prime, c'est la règle de la priorité à droite. Donc, c'est le véhicule à ma droite qui a la priorité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. La fatigue est responsable. Réponse A, de 1/3 des accidents sur autoroute. Réponse B, de 2/3 des accidents sur autoroute. La fatigue multiplie les risques d'accident par réponse C, 3 ou 4, réponse D, 6 ou 7. Bah, là, c'est vraiment une question, vous savez ou vous savez pas, quoi. Donc ici, je vous mets effectivement le document que vous retrouverez dans la formation. Donc la fatigue est responsable donc d'1/3 des accidents sur autoroute et multiplie les risques d'accident par 3 ou 4. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 31. La quantité d'alcool dans un verre standard est de réponse A, 20 grammes, réponse B, 10 grammes. Un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse C, 2, réponse D, 10.
Alors tout d'abord, c'est quoi un verre standard? Un verre standard, c'est l'unité de mesure de l'alcool éthylique dans les débits de boissons, c'est-à-dire dans les restaurants, les bars, les tabacs, les PMU. À savoir qu'en fait, que ce soit un verre de bière, un verre de vin, un verre de digestif, un verre de whisky, peu importe le volume du verre, à l'intérieur, il y aura toujours la même quantité d'alcool, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par 2. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 32. Après ce panneau, la vitesse est limitée à réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Après le panneau, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C, non, réponse D. Comme le montre ce panneau qui est un panneau de fin d'agglomération, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, comme le montre le document que vous trouverez dans l'information. Après ce panneau, est-ce que je peux rouler à la vitesse maximale autorisée? Eh bien non. Pourquoi? Parce que la chaussée ne permet pas de rouler à cette vitesse maximale autorisée. Vous voyez bien qu'il y a du verglas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 33. Je circule à 70 km/h sur route sèche. Ma distance de sécurité est de réponse A, 42 mètres. Réponse B, 21 mètres. Ma distance de freinage est de réponse C, 28 mètres. Réponse D, 38 mètres. Alors ici c'est vraiment une question pareille de cours qu'on voit souvent dans l'information, donc vraiment je vous conseille d'y aller si vous avez eu faux à cette réponse. Donc à 70 km/h, ma distance de sécurité est de 42 mètres et ma distance de freinage est donc de 28 mètres. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, par expérience, je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il y a une erreur à cette question. Alors, je vous rassure, il n'y a aucune erreur à cette question. Donc, les réponses sont bien les réponses A et C. Je le sais par expérience parce que... je sais par expérience que beaucoup de gens pensent qu'il y a une erreur à cette question. Parce que j'ai l'habitude, tout simplement. J'ai l'habitude. En fait, beaucoup d'entre vous confondent les notions. Vous confondez les notions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné aucune explication pour cette question. Donc pour ceux qui se sont soit trompés à cette question, soit qui ont pensé qu'il y avait une erreur à cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation. Ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas prêts. La formation, elle est là pour ça. Pour ceux qui veulent se former ailleurs, c'est très bien, formez-vous ailleurs, mais que ce soit dans une entreprise spécialisée qui soit sérieuse, pas dans une application gratuite. Je répète encore une fois, il n'y a aucune erreur à cette question. Et on passe à la question suivante. Question numéro 34. Le système Isofix est la seule manière de sécuriser un siège enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants.
Oui, réponse C? Non. Réponse D. Alors, concernant la réglementation des sièges enfants, sachez qu'il y a deux manières de sécuriser un enfant. Tout d'abord, avec la ceinture de sécurité. L'autre manière, c'est le système Isofix. Alors, ensuite la question, les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants. Alors, il faut bien savoir qu'il y a une réglementation, une homologation pour les sièges enfants. Alors, aujourd'hui, on a deux homologations. La R44 et la R129. La R44, c'est l'ancienne homologation. Elle va classifier les sièges selon l'âge et le poids des enfants. Ensuite, vous avez la nouvelle réglementation, la R129, qui, elle, va classifier les sièges selon la taille des enfants. Voilà. Donc, à la question, les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants? Ben non. La réponse est non. Ça dépend de leur taille, de leur poids ou de leur âge. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. Hors probatoire, j'ai réalisé une infraction ayant entraîné la perte d'un point. Je peux récupérer ce point automatiquement dans réponse A, 1 an, réponse B, 2 ans. En probatoire, je viens de commettre une infraction ayant entraîné une perte de 3 points. Réponse C, je dois réaliser un stage. Réponse D, je vais recevoir une lettre 48N. Alors ici, vous retrouverez donc le tableau de récupération de points pour les permis hors probatoire. Et donc quand on vient de perdre un point, on pourra le récupérer automatiquement si on ne commet aucune autre infraction entre-temps au bout de 6 mois. Si vous êtes en probatoire et que vous commettez une infraction ayant entraîné la perte de 3 points, alors vous serez dans l'obligation de réaliser un stage après avoir reçu la lettre 48N. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses C et D. Question numéro 36.
Dans cette situation, je peux encore tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si tu regardes bien le rétroviseur, on a une voiture qui va nous dépasser par la droite et qui est déjà dans la voie de droite. Donc ici, on ne peut plus tourner à droite. Est-ce que je dois continuer tout droit? Eh bien oui, car on n'a plus le choix. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 37. Je désactive l'airbag passager. Réponse A, si le passager me le demande. Réponse B, si le passager est un enfant avec un siège à dossier. Réponse C, si le passager est un enfant avec un siège à coque. Alors, concernant l'airbag, il faut savoir que l'activation de l'airbag est obligatoire, de manière réglementaire. Donc si un de vos passagers vous demande de le désactiver, ben vous refusez, bien sûr. Alors, si le passager est un enfant avec un siège à dossier, ben, si il a un siège à dossier, donc à l'avant, eh ben, il faut activer l'airbag passager. Le seul cas où vous devez désactiver l'airbag passager, c'est lorsque vous installez un enfant à l'avant avec un siège à coque. Ce siège devrait être placé cette fois-ci dos à la route avec l'airbag désactivé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 38. Pour un permis probatoire, un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang constitue un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour un permis hors probatoire, un taux d'alcool de 0,2 g par litre de sang constitue une contravention. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu peux le voir sur le document de la formation, pour un permis probatoire, 0,5 g par litre de sang ne constitue pas un délit. C'est toujours une contravention. Pour un permis hors probatoire, un taux d'alcool de 0,2 g par litre de sang ne constitue rien du tout. C'est ni une contravention, ni un délit. Il est dans son droit d'avoir 0,2 g par litre de sang. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question.
est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de... Réponse A, 50 km/h. Réponse B, 110 km/h. Réponse C, 130 km/h. Alors, ici, comme tu le vois, on a un brouillard avec une visibilité inférieure à 50 mètres. Donc, la règle, c'est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, comme le montre ce document que tu pourras retrouver dans l'information. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Après ma période probatoire, je peux conduire une moto de 125 cm3. Réponse A, oui, après une formation pratique. Réponse B, non, je dois passer mon permis moto. Alors effectivement, après ta période probatoire, tu pourras conduire une moto de 125 cm3 après avoir passé une formation pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.